Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Le 9 janvier, j'ai eu le plaisir d'avoir des nouvelles d'Isabelle Yoshk, avec qui j'avais conversé juste avant le départ du Vendée Globe, c'est l'épisode 97. Pour info ou rappel, le Vendée Globe est une course qui se dispute à la voile, en IMOCA, qui est un voilier de 18 mètres. C'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, appelé l'Everest des mers, vu sa difficulté. Elle est actuellement sur le chemin du retour. À l'heure où j'enregistre cette intro, le 20 janvier, elle est en 16e position. Sur 40 marins au départ et 6 abandons en cours de route, c'est une belle course qu'elle assure, malgré les avaries subies. Et je choisis ce mot, assure, qui me semble très juste. Dans cette course, les skippers sont totalement dépendants de la technicité de leur bateau, avec des choix cornéliens, puisque ce qui peut être un avantage décisif dans certaines météos sera un handicap dans d'autres, et devoir toujours composer pour trouver le bon équilibre entre légèreté et solidité. Le deuxième ennemi est bien sûr la fatigue. Cela m'intéressait donc énormément de savoir comment Isabelle se sentait après tant de jours de course. Les premiers sont déjà arrivés. Charlie Dalin, le vainqueur de cette édition, est arrivé le 14 janvier en 64 jours, 19h22. Je vous épargne les secondes, pulvérisant ainsi l'ancien record sur cette course de près de 10 jours. C'est énorme. Pour cet épisode, j'ai envoyé les questions à Isabelle, elle m'a envoyé les réponses quand les conditions de course l'ont permis, donc si vous entendez peu d'interaction, voilà la raison. Profitez du bruit des vagues et de l'ambiance sonore dans ces réponses, c'est parti pour le Vendée Globe, comme si vous y étiez à bord du MACSF d'Isabelle Yoshk. Le premier sponsor pour cette année est la nature. Elle tient à vous faire savoir que si dans vos bonnes résolutions il n'y a pas arrêté de fumer, arrêter de balancer des mégots par terre est la next furieusement bonne idée. En France, chaque année, 30 à 40 milliards de mégots sont jetés par terre, dont 40 échouent dans la nature. En Belgique, ça va beaucoup mieux. Non, je rigole, c'est juste pas les chiffres. Les mégots de cigarettes représentent 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages. Lors des campagnes internationales de nettoyage, c'est le détritus le plus répandu ramassé sur les plages du monde. Un peu gloops, non ? C'est quoi le problème, outre le fait que c'est pas esthétiquement gagnant ? Eh bien, un mégot dans un litre d'eau, c'est la moitié des petits poissons qui crèvent, et pour les plus petits organismes, c'est le cimetière aquatique assuré. Un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, et devinez où vont les jolis petits bouts de clope qu'on écrase au sol. Direction caniveau à la première pluie, et jusqu'à preuve du contraire, la pluie ça mouille, donc c'est de l'eau. Donc, trouve une poubelle ou investis dans un cendrier de poche, parle-en à tes potes spécialistes du ratatinage de mégots à grands coups de semelle. Ben oui, faire tss dans sa tête, ça sert à rien. Et pour les plus courageux, que ce soit avec des gants ou le sachet cadeau de Médor, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, promenade ou jogging avec squat occasionnel de ramassage, ça améliore ta santé et celle de tout le monde. Si tout ceci fait partie de vos bonnes résolutions de cette année, je serai ravie de l'apprendre. Allez, place à l'épisode du jour. Alors, chère Isabelle, que penses-tu de cette édition du Vendée Globe en général ? Ta perspective sur les conditions que vous avez, la rapidité de la course ? Ce Vendée Globe là que je suis en train de bientôt terminer, croisons les doigts, je le trouve en fait très riche. Il y a très varié dans les conditions que j'ai pu rencontrer. Il faut savoir que moi, j'ai pas rencontré les mêmes conditions que Justine Métro ou que Charlie Dalin ou que Arnaud Boissière, par exemple, qui est un peu plus derrière. Je crois qu'à quelques jours près, on navigue dans des systèmes différents et donc il faut bien l'avoir en tête. En tout cas, moi, la course que je suis en train de vivre, elle est vraiment riche, quoi. Il y aura eu plein de choses différentes. Il y a eu une descente de l'Atlantique qui a été très très cool, avec un peu de vent, ce qui m'a permis quand même de glisser. Alors pas autant que ce que j'aurais voulu, mais plus que le groupe qui était derrière moi. Et c'était très cool, j'ai profité à fond, la mer était vraiment plate, c'était très agréable. L'océan Indien, lui, il a été féroce.
avec des dépressions très fortes qui étaient placées très au nord de la route en fait. Donc ça m'a imposé de rallonger ma route à chaque fois pour éviter les tempêtes. La mer était vraiment difficile, extrêmement difficile. C'était une vraie épreuve, l'océan Indien. Et l'océan Pacifique, il a été plus coloré. Il y a eu des moments de grand calme, des moments de glisse au tout début qui étaient juste un bonheur après ce que j'avais traversé pendant quelques semaines dans l'Indien. Et puis sur la fin, il a été impitoyable avec plusieurs passages de tempête, avec une tempête qui m'a empêché de passer le Cap Horn aussi. J'ai dû ralentir un petit bout de temps pour laisser passer le gros. Et puis là, de retour dans l'Atlantique, j'ai retrouvé des conditions dans l'ensemble beaucoup plus clémentes que ce que j'ai vu dans les mers du Sud. Et même un peu trop, puisque là, je viens de traverser 2 jours de zone sans vent, de pétole, comme on dit, et à naviguer très très lentement. Et là, j'avance à 10-12 nœuds, donc c'est vraiment pas vite pour mon bateau. Je crois que là, pendant quelques jours, ça va encore être assez mou, assez light. Donc voilà, encore une autre ambiance. Et ça, forcément, ça a un impact sur le temps passé, sur cette édition-là du Vendée Globe. Moi, j'espérais atteindre un maximum de 80 jours. Et ça ne va pas du tout être atteint comme objectif parce que d'une part, comme je disais, il y avait ces dépressions dans l'océan Indien qui ont fait que j'ai traversé l'océan en étant tout le temps rapide, mais en mettant quand même beaucoup plus de temps que si mes dépressions avaient été plus au sud et que j'avais fait moins de route. J'ai aussi perdu du temps avant le Cap Horn, évidemment. J'ai aussi perdu beaucoup de temps après avoir subi la casse de mon foil tribord, parce que quand je navigue en bâbord à mur, j'arrive plus à accélérer autant. Donc ça fait que je vais sans doute m'approcher des 3 mois de navigation. Donc je pense que je prends une bonne semaine dans la vue par rapport à mes pronostics. Alors pour les non-marins comme moi, bâbord à mur, c'est si le vent souffle à bâbord, donc à gauche, avec les voiles à tribord, à droite. Les légendaires mers du Sud ont, je pense, été à la hauteur de leur réputation cette année encore. Comment cela s'est passé pour toi ? Les mers du Sud, comme je viens de te le décrire, elles ont été, alors franchement pas faciles du tout à traverser. Déjà, comme je disais, l'océan Indien, à cause des grosses vagues, d'une mer, j'avais l'impression d'être dans un bouillon en fait en permanence. Et j'avais ça en souvenir déjà d'il y a 4 ans. Je savais que ça allait être dur. Et j'avoue que c'est aussi ce qui m'avait fait hésiter à repartir. Et là, c'était encore plus dur. Franchement, c'était dingue parce que, en fait, il y a 4 ans, c'était dur, mais je me souvenais que je trouvais quand même des moments... pour moi, j'arrivais à dormir dans ma bannette. Ça m'arrivait de dormir en enlevant mon ciré. Pas souvent, mais ça m'arrivait. Et là, j'ai pas quitté mon ciré. J'ai fait toutes mes siestes avec mon ciré. Et des fois, j'enlevais mes bottes et encore. Parce qu'il y avait sans arrêt besoin d'aller sur le pont, besoin de réagir à la mer ou au vent qui changeait.
Et globalement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus dessus, de devoir manœuvrer, mais énormément, manœuvrer, régler, peaufiner ma stratégie en permanence, faire des choix cornéliens, aller un peu plus lentement, mais disons plus sûrement. Ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait je ne sais pas combien de fois. Donc c'est clair, ça a été raide. Et il y a des choses en revanche que j'ai mieux vécues qu'il y a 4 ans, et notamment le froid. J'ai pas eu froid du tout dans l'océan Indien. Et dans le Pacifique, il y a eu des moments où il faisait très très froid objectivement, je voyais bien. Hein. J'étais saisie, ma peau était saisie par le froid, mais j'en ai beaucoup moins souffert qu'il y a 4 ans. Et il y a eu quelques fois où ça m'a transi, où j'ai senti que ça... Du coup, c'était plus difficile d'être active sur le bateau, parce que j'étais ralentie en fait par le froid. C'est arrivé quelques fois, mais beaucoup moins. Franchement, c'était moins impactant que ce que j'imaginais. Et puis après, il y a eu les avaries. Et alors c'est marrant parce que il y a des trucs que j'ai eu l'impression de revivre. Je me suis dit, tiens, il y a un air de déjà vu. Et notamment, j'ai eu une série d'avaries le même jour. Et c'était à la toute fin de l'année, juste avant le Nouvel An. Et j'ai eu un problème de moteur, puis le lendemain, j'ai eu ma grand voile qui s'est déchirée. Et le même jour, j'ai une pièce d'accastillage là, pour régler ma grand voile qui est vraiment importante, qui s'est cassée. Et là, dans la foulée, j'ai eu un problème avec ma quille, parce que j'arrivais... Enfin bref, un capteur qui était tombé en panne. Et alors que j'étais en train d'essayer de résoudre ça, mon foil s'est cassé. Donc voilà, j'ai eu tout ça le même jour. Et il y a 4 ans, j'avais eu une série d'avaries. J'avais eu beaucoup d'avaries, mais j'avais eu une petite série et c'était après le Nouvel An. Donc là, je me suis dit, non, ça recommence. C'était un peu au même endroit géographiquement. C'était dans le Pacifique, pas très loin du point Nemo, à l'endroit où on ne veut pas avoir des ennuis parce qu'il n'y a pas d'abri nulle part. Ça a été une sacrée épreuve aussi, parce que il m'a fallu batailler pour garder confiance, garder confiance dans le bateau, garder confiance dans ma course. Ça a vraiment pas été facile. Globalement, je crois que les 10 derniers jours du Pacifique, psychologiquement, ça a été assez dur. Notamment à cause de ça. Parce que j'étais lente, parce que en plus je naviguais sur le mauvais côté, c'était le côté où il n'y avait pas de foil. Et donc j'allais pas vite, je voyais tout le monde, je voyais les bateaux partir devant moi et les bateaux de derrière revenir sur moi et je me suis sentie vraiment impuissante. Et là, ça a été pas facile. Et le Cap Horn, ça a été littéralement une délivrance. Alors ça avait été le cas il y a 4 ans aussi. Bon, j'ai attendu pour le passer. Je pense que si je l'avais passé dans la tempête, c'était chaud. J'aurais pu justement avoir d'autres avaries. C'était dangereux, je pense. Mais quand je l'ai passé, du coup, les conditions étaient magnifiques. J'ai pas vu le cap parce que j'étais à une centaine de milles au sud. Stratégiquement, c'était plus intéressant en fait. Mais je crois que ça a été la plus belle nuit de toutes les mers du Sud en fait. C'est la nuit où il a toujours fait un peu jour. Il y a toujours eu un peu une lumière dans le ciel, des couleurs en fait, une très belle couleur. Ouais, c'était calme, c'était beau, c'était un grand moment. Et c'était chouette de terminer cette traversée avec une aussi belle nuit. Ça m'a un peu réconciliée avec tout
tous les derniers jours que je venais de traverser. Le plus beau moment, la plus belle sensation que tu as eue jusqu'à présent, celle qui fait dire oui c'est dur, mais ça en vaut la peine. Et le plus beau moment, je pense que c'était ça. C'était cette magnifique nuit au passage du Cap Horn qui m'a permis de me rendre compte du chemin parcouru. J'avais encore, et j'ai toujours encore pas mal de chemin devant moi, mais ça m'a permis de regarder en arrière sereinement et aussi fièrement. C'est un moment que j'oublierai pas, ce passage-là du Cap. Alors, quelle est l'attitude mentale ou le mindset qui t'aide le plus ? On en avait parlé pendant l'épisode, donc j'étais curieuse de savoir en pratique, sur le terrain, ton ou tes meilleurs outils. Ce genre de partage, je pense, peut beaucoup aider les auditeurs. L'attitude mentale qui m'aide le plus, j'en fais l'expérience très, très, très régulièrement, j'ai envie de dire presque quotidiennement, même s'il y a des jours où tout va bien, où je suis contente, ça va vite et du coup j'ai rien à faire entre guillemets. Mais en gros ça consiste à ressentir ce que j'ai à ressentir. Donc si c'est une émotion, comme par exemple la déception, quand mon foie s'est cassé, ou la colère, la tristesse aussi, de me dire la course sportivement ça va plus être la même, il y a eu quand même un petit deuil à faire. Toutes ces émotions, en gros quand elles sont présentes, je fais une petite pause dans ce que je fais et je m'assois sur mon siège de veille et juste je ressens dans mon corps en fait ce qui se passe. Je laisse faire, quoi. Je m'installe là-dedans. C'est pas facile, c'est souvent très très désagréable parce que quand on a une émotion et qu'on la laisse s'installer, on se rend compte que dans le corps ça travaille et c'est pas sympa, vraiment. Ça je l'ai fait plein de fois et franchement je crois le plus j'arrive à sentir comment c'est pas agréable, le plus je me sens libérée très vite et très fort derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la dernière ligne presque droite de ton parcours ? Et bien sûr, si tu as d'autres choses à nous partager pour nous faire rêver ou voyager avec toi, n'hésite pas. Et là, pour la dernière ligne droite de mon parcours, ce que je me souhaite, c'est du vent. Toujours un peu de vent, mais pas trop. Beaucoup de tribord à mur, très peu de bâbord à mur. Et je crois qu'avec tout ça, j'aurai moyen de me faire plaisir et de profiter encore de ces dernières semaines avant mon arrivée. Merci à Isabelle d'avoir pris le temps de nous envoyer ses impressions en direct du Vendée Globe, un format un peu différent qui, je l'espère, t'aura plu. Si tu veux plus d'épisodes en mode Vendée Globe, direction l'épisode 97 avec Isabelle, conversation enregistrée peu avant son départ, et je te mets aussi les liens vers les épisodes autour de cette course, notamment avec Yannick Busthaven, le vainqueur de l'ancienne édition, qui lui, malheureusement, a dû abandonner la course pour cause de casse sévère, mais qui, suite à une escale à Ushuaia, continue sa course pour la beauté du geste, de revenir en solitaire, boucler la boucle jusqu'au Sable d'Olonne. Il y aura aussi un lien vers la discussion avec son coach sportif et bientôt avec son coach mental, histoire de se faire une petite série sur cette course mythique et bien plus important encore, vous proposer les différentes facettes d'une préparation à un grand projet. Vous pouvez également entendre la douce voix d'Isabelle dans le podcast Seule en mer qu'elle a enregistré en toute logique en mer également. Si vous avez aimé l'ambiance ici, vous serez servi. Je vous remets le lien vers son livre Traverser les océans et autres épopées car je l'ai adoré. N'oublie pas que tu peux m'aider en mettant une évaluation positive à ce podcast sur ta plateforme d'écoute. Et comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. À bientôt.